Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Elle a annoncé qu'elle me quittait pour un homme plus riche. J'ai souri, j'ai payé l'addition et je suis parti. Environ un mois plus tard, dans la salle de conférence d'un tribunal, elle a découvert exactement ce que j'avais discrètement bâti pendant qu'elle était occupée à planifier son départ. L'expression de son visage quand les chiffres sont sortis, honnêtement, cela seul valait tout l'or du monde. Je m'appelle Gareth Weston. J'ai 44 ans, et depuis 6 ans, je dirige mon propre cabinet de conseil en sécurité aérienne après avoir pris une retraite anticipée de l'aviation commerciale. J'ai passé 12 ans en tant que pilote avant que mes genoux et mes nerfs ne décident de déposer leur propre lettre de démission. Et je me suis réorienté vers l'audit de sécurité et le travail de conformité pour l'industrie. Les revenus sont fiables, le travail a de réelles conséquences, et je ne me réveille plus à 3 heures du matin en pensant aux approches par vent de travers par mauvais temps. Dans l'ensemble, la vie était belle. Pour ma femme depuis 13 ans, Margot, belle, était un problème. Elle voulait ce qu'elle appelait sans cesse « extraordinaire », un mot qu'elle utilisait si souvent qu'il a fini par ne plus rien dire. Avec le recul, je pense que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « cher ». Elle voulait le genre de vie qu'on photographie pour les magazines, le genre où les gens remarquent combien tout coûte et en sont impressionnés. Je n'étais pas ce genre d'homme, je ne l'avais jamais été, et quelque part en cours de route, elle a décidé que c'était un échec personnel de ma part. Elle a choisi le restaurant. Évidemment. C'était un de ces endroits où le menu n'affiche pas de prix parce que le genre de personnes qui y mangent ne sont pas censées en avoir besoin. Le sommelier avait un air qui donnait l'impression de vous faire une faveur personnelle rien qu'en existant dans votre voisinage. L'éclairage était conçu pour donner à tout le monde un air de richesse. J'ai commandé le flétan parce que j'avais sincèrement envie de flétan, et aussi parce que je savais ce qui m'attendait et que je m'étais dit qu'il valait mieux manger quelque chose de correct avant que la soirée ne prenne sa tournure prévisible. Margot est arrivée avec une robe que je ne lui avais jamais vue. En soie, vert foncé, le genre de choses qu'on n'achète pas à la légère. Ses cheveux étaient coiffés dans un style qu'elle avait probablement planifié depuis le matin. Elle était magnifique et complètement méconnaissable, comme si quelqu'un l'avait remplacée par une copie haute résolution qui ne savait pas tout à fait comment s'asseoir comme elle le faisait d'habitude. Elle était distante depuis près de 2 mois, travaillait tard, sortait pour prendre des appels, riait à son téléphone d'une manière qui n'avait rien à voir avec quoi que ce soit dans notre maison. J'avais remarqué tout cela. Je n'étais pas aveugle. Je n'étais tout simplement pas prêt à déclencher le compte à rebours de tout ce que cette prise de conscience allait mettre en mouvement. Le vin est arrivé. Elle a à peine jeté un coup d'œil au menu, a renvoyé le serveur d'un geste de la main après avoir demandé n'importe quel sauvignon blanc. La bougie entre nous projetait des ombres sur son visage. Elle ressemblait à une étrangère assise à une table que j'avais payée. « Gareth », dit-elle en posant son verre avec un petit tintement prudent et délibéré, « je te quitte. » J'ai posé ma fourchette, gardant ma main à plat sur la nappe. Je repassais ce moment dans ma tête depuis environ 3 semaines, depuis que j'avais engagé un enquêteur par l'intermédiaire de mon avocat, un type nommé Elliot Marsh, réputé pour être minutieux et discret. L'enquêteur m'avait remis des photos et un dossier environ une semaine après que je l'ai engagé. L'homme sur les photos s'appelait Donovan Farrell, propriétaire d'une petite chaîne de concessionnaires de voitures de luxe, le genre de type qui portait des montres Patek Philippe et décrivait son portefeuille financier à des gens qui ne lui avaient rien demandé. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui peut réellement m'offrir la vie que je mérite, a-t-elle poursuivi. Sa voix était si neutre qu'elle en était presque clinique. Pas le moindre tremblement. Aucune excuse à l'horizon. Juste une déclaration, comme si elle m'informait d'un changement d'emploi du temps. Je l'ai regardée pendant un moment. Puis j'ai hoché la tête une fois, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée lente. Tant mieux pour toi, ai-je dit. Elle m'a fixé. J'ai bien vu que ça tombait mal. Elle s'attendait à autre chose. Des larmes, peut-être, de la colère, des négociations, une sorte d'effondrement émotionnel contre lequel elle pourrait se positionner. Au lieu de cela, elle m'a vu capter le regard du serveur et lever 2 doigts pour l'addition. L'addition est arrivée. J'ai signé sans vérifier le total. 360 $ pour un dîner auquel j'avais à peine touché. Je me suis levé, j'ai pris son manteau sur le dossier de sa chaise et je le lui ai tenu ouvert comme je l'aurais fait après n'importe quel autre dîner. Elle y a glissé ses bras lentement, l'assurance avec laquelle elle était entrée commençant déjà à s'estomper sur les bords. Bonne chance pour la suite, ai-je dit, et j'ai marché vers la porte sans me retourner.
le voiturier a amené mon pick-up. Je lui ai donné un pourboire et je suis monté. Le trajet vers la maison a été silencieux. Pas d'appel, pas de texto, rien. Juste la ville qui défilait par les fenêtres et un sentiment étrange est posé dans ma poitrine que je ne pouvais pas encore nommer. La maison était plongée dans le noir quand je me suis garé. J'avais laissé la lumière du Porsche allumée le matin même. Elle l'avait éteinte avant de partir. Un petit détail, mais qui semblait intentionnel, comme la première correction d'une histoire qu'elle avait déjà fini d'écrire. J'ai traversé chaque pièce comme on le fait quand on fait un inventaire. Son placard était à moitié vide. Les vêtements de marque, les talons, les choses qu'elle avait accumulées au cours de la dernière année avec de l'argent sur lequel je n'avais posé aucune question, tout avait disparu. Le comptoir de la salle de bain était vide, à l'exception d'un léger cercle de poussière là où se trouvait sa boîte à bijoux. La commode, rien. Pas même une chaussette oubliée. C'est dans la cuisine que ça devenait intéressant. La cafetière offerte en cadeau de mariage était toujours là. La cafetière à piston qu'elle avait achetée 3 mois plus tôt avait disparu. Tout comme le batteur KitchenAid, le bloc de couteau et environ la moitié des verres à vin. Elle avait pris les choses de valeur et laissé derrière elle les objets sentimentaux. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle envisageait notre mariage. Sur le comptoir se trouvait une simple feuille de papier pliée en 3. Pas d'enveloppe, pas de nom à l'extérieur. Je l'ai dépliée. Merci pour tout, était-il écrit de son écriture. Profite bien de ta vie simple. Sous cette note se trouvaient 2 documents notariés. Le premier était un acte de renonciation la retirant du titre de propriété de la maison. Le second était un accord de partage des biens avec nos 2 signatures dessus. Sauf que je n'avais aucun souvenir d'avoir signé quoi que ce soit de ce genre. Puis je me suis souvenu. Il y a environ 14 mois, j'avais eu une alerte de santé. Une irrégularité cardiaque qui s'était avérée n'être rien, mais qui nous avait secoués tous les deux à l'époque. Margot avait suggéré que nous mettions de l'ordre dans nos affaires pendant que nous y pensions. J'avais signé une pile de documents à la table de la cuisine sans les lire attentivement, lui faisant confiance pour gérer les détails. L'un de ces documents, apparemment, était celui-ci. Je me suis assis à la table de la cuisine pendant un moment. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Elliot. Ça va? J'ai répondu, ouais. Elle est partie. Il a répliqué, passe au bureau demain. Il faut qu'on parle. J'ai plié son mot et je l'ai mis dans mon portefeuille. Puis je suis monté et j'ai commencé à faire un sac pour les jours suivants. Le bureau d'Elliot était au 12e étage d'un immeuble du centre-ville, fait de verre et d'acier, le genre d'endroit qui projetait discrètement la compétence. Son assistante m'a fait signe d'entrer. Il était debout près de la fenêtre quand je suis arrivé, terminant un appel, et il m'a indiqué d'un geste la chaise en face de son bureau avant de raccrocher. Vous avez l'air d'avoir dormi environ 3 heures. J'ai marmonné, 2,5. Il a sorti un épais dossier du tiroir de son bureau. Sur l'onglet, on pouvait lire Weston contre Weston, confidentiel. Expliquez-moi ce qu'elle pense obtenir, ai-je dit. Elliot a ouvert le dossier. D'après ce qu'elle sait, environ 350. La maison, elle l'estime à 200. Vos comptes de retraite s'élèvent à environ 80. Elle suppose que votre entreprise vaut environ 70, d'après les déclarations d'impôts de l'année dernière. Et ce qu'elle obtient en réalité? Il s'est adossé à sa chaise, et il y avait quelque chose de presque satisfait dans son expression. La maison a des problèmes qu'elle ignore. La fosse septique a échoué à l'inspection il y a 6 semaines. Il y a aussi une cuve à mazout enfouie sur la propriété qui fuit. J'ai fait faire une évaluation environnementale complète le mois dernier. Les coûts de remise en état seuls vont s'élever à $200 000 minimum. Donc, la maison est essentiellement un passif. J'étais au courant pour le problème de la fosse septique depuis un moment. La cuve à mazout, je l'avais découverte lors de l'évaluation. Je n'avais mentionné ni l'un ni l'autre à Margot. Ça n'avait pas d'intérêt. Les comptes de retraite, ai-je demandé. Divisé en 2. Elle obtient 40 000. Mais voici ce qu'il en est de l'entreprise. Il a fait glisser un autre document vers moi. Vous avez restructuré il y a 7 mois, créé une nouvelle SARL, fait venir 2 associés, et transféré les revenus de conseil actifs vers la nouvelle entité. L'entreprise d'origine, celle qu'elle peut pointer du doigt sur les déclarations de revenus, vaut environ $11 000 maintenant.
La nouvelle structure ne fait l'objet d'aucune réclamation conjugale car elle a été formée et est devenue opérationnelle après la date de séparation. Et le contrat Boeing? Contracté avec la nouvelle entité. La totalité de ces 94 millions de dollars se trouve complètement hors de tout ce qu'elle peut toucher. Revenu postérieur à la séparation. Bien propre. J'ai laissé l'information décanter un instant. L'accord avec Boeing était en préparation depuis 18 mois, un partenariat d'audit de sécurité complet couvrant leur division de conformité de l'aviation commerciale. J'avais signé l'accord de confidentialité au printemps, ce qui signifiait que je ne pouvais sincèrement en parler à personne pendant qu'il était en attente. Ni à Margot, ni à ma famille, à personne. Le contrat avait été conclu 2 jours après qu'elle ait quitté ce restaurant. Ce timing, je ne l'avais pas manigancé. C'est juste comme ça que les choses s'étaient déroulées. Encore une chose, dit Elliot en prenant son téléphone. Il a tourné l'écran vers moi. Une photographie. Donovan Farrell serrant la main de quelqu'un devant l'un de ses concessionnaires, souriant comme ont tendance à sourire les types qui ont passé toute leur vie à jouer aux riches. Dites-moi, ai-je dit. Donovan Farrell, 5 concessions de luxe réparties dans 3 États, une entreprise à l'allure très impressionnante. Elliot a posé le téléphone. Il s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites, chapitre 11, il y a 8 mois. Les concessions sont en redressement judiciaire. Il les gère dans le cadre d'un accord avec les créanciers pendant que le tribunal des faillites règle la situation. Les voitures sur le parking viennent de salle de vente aux enchères. Il n'en possède aucune. Sa dette personnelle s'élève à environ 2 millions en prêts garantis qu'il ne peut pas rembourser. La Porsche? En leasing au nom de son ex-femme. Le condo au centre-ville appartient à son partenaire commercial. Il y séjourne en tant qu'invité. Pendant que la procédure se poursuit. J'ai regardé la photo un instant. Donovan Farrell avait ce genre de visage spécifique qui disait qu'il avait appris très tôt qu'avoir l'air riche, c'était faire plus de la moitié du chemin pour être traité comme tel. C'est quand l'audience au tribunal, ai-je demandé. Dans 3 semaines. Elle part en s'attendant à rafler la mise, ai-je dit. Ce vers quoi elle se dirige est tout autre. J'ai déménagé de la maison au bord du lac la semaine suivante pour m'installer dans un appartement meublé de l'autre côté de la ville. Il avait de hautes fenêtres donnant sur le fleuve et aucune histoire, aucun résidu. C'était le premier endroit où je vivais en 13 ans qui était entièrement à moi, et j'ai été surpris d'apprécier autant son calme. L'avocat de Margot, un type nommé Richard Voss, avec une réputation polie et des chaussures encore plus polies, a envoyé 3 emails distincts demandant une conférence de règlement à l'amiable. Elliot a répondu à chacun d'eux par des variantes de « La procédure de communication des pièces est en cours. Nous vous tiendrons informés. » Le ton de la correspondance de Voss devenait nettement plus agressif à chaque échange, ce qui m'indiquait qu'il commençait à se douter que le terrain n'était pas aussi solide qu'il le pensait. Un mardi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé le répondeur s'en charger. 1 heure plus tard, j'ai écouté le message. Monsieur Weston, je m'appelle Ferry Delacca. Je dois vous parler d'une connaissance commune. Veuillez me rappeler à ce numéro. C'est une affaire d'une certaine urgence. La voix était professionnellement calme, le genre de calme qui cache un côté tranchant. J'ai immédiatement appelé Elliot. Qui est Ferry Delacca, ai-je dit quand il a décroché. Il y a eu un silence. Où avez-vous entendu ce nom? Il m'a laissé un message vocal. A dit que c'était urgent. Ne le rappelez pas, transférez-moi le message et je m'en occupe. Un autre silence. Delacca opère à partir d'une société de services financiers dans les quartiers sud. Techniquement légal, mais il est connu pour recouvrer des dettes en utilisant des méthodes qui n'apparaissent pas sur les rapports de solvabilité. J'ai eu l'estomac noué. Pourquoi m'appelle-t-il? Je ne sais pas encore. Laissez-moi me renseigner. Elliot m'a rappelé 3 heures plus tard, sa voix différente, plus sèche, plus prudente. Votre beau-père, dit-il. Reginald Harmon. Il a emprunté 210 000 $ à l'organisation de Delacca il y a environ 6 ans. Une dette de jeu, de longue date. Il payait par versement. Je me suis souvenu des funérailles de Reginald. Margot avait été dévastée. Sa mère, Loretta, était restée raide et digne, de la façon dont certaines personnes le deviennent lorsqu'elles gèrent quelque chose qu'elles ne peuvent pas laisser voir aux autres. Il y avait eu de vagues rumeurs concernant des complications liées à la succession, mais j'avais supposé que c'était une question de routine.
La dette ne s'est pas éteinte à son décès, a poursuivi Elliot. Delacca a essayé de recouvrer l'argent auprès de Loretta, qui a affirmé n'en avoir aucune connaissance. Il s'en est donc pris à Margot. Elle fait des paiements depuis environ 3 ans. De petites sommes, quelques centaines de dollars à la fois. Jamais assez pour entamer le capital. Elle doit actuellement 187 000 dollars. Il y a autre chose, ai-je dit, parce que je l'entendais dans sa voix. Les documents originaux du prêt mentionnent un cosignataire. Votre nom et votre numéro de sécurité sociale. Je n'ai rien dit pendant un moment. Réginald a imité votre signature, a dit Elliot. Delacca possède les documents originaux. Il sait que c'est un faux. Il ne veut pas de bataille juridique. Il veut juste récupérer son argent. Il propose de régler l'affaire pour 150 000 dollars en espèces en échange du remboursement intégral de la dette et d'une déclaration signée confirmant que votre nom a été utilisé sans votre consentement. 150 000 dollars. J'ai assimilé la nouvelle. Que arrivera-t-il à Margot si je ne paie pas, ai-je demandé. Delacca commencera par les voies de recouvrement légal, jugement, saisie arrêt, mais elle est sur le point d'être une femme célibataire sans revenu, avec une maison dont la valeur est inférieure à 0. Si la voie légale ne lui donne pas ce qu'il veut, il a d'autres options. J'ai repensé à Margot assise dans ce restaurant avec sa robe hors de prix, me disant qu'elle me quittait pour quelqu'un qui pourrait lui offrir la vie qu'elle méritait. J'ai repensé aux mots sur le comptoir de la cuisine. Payez-le, ai-je dit. Elliot est resté silencieux un instant. Vous êtes sûr? Mettez-le par écrit. Remboursement intégral, mon nom est complètement blanchi, aucune responsabilité future. Je ne veux pas que cela refasse surface dans 3 ans. Compris. J'ai raccroché et j'ai regardé le fleuve. Margot n'avait aucune idée à quel point elle était proche de quelque chose de vraiment grave, et elle ne saurait jamais que je m'étais interposé entre elle et ça. Ce n'était pas la raison pour laquelle je le faisais. Je le faisais parce que, quand tout cela serait fini, je ne voulais absolument aucun fil qui pende, aucune dette, aucun moyen de pression, rien qu'elle puisse pointer du doigt plus tard. Une fois le divorce prononcé, je voulais que ses choix n'appartiennent qu'à elle. Ma sœur, Petra, m'a appelé un dimanche. J'étais sur le balcon avec un café froid, regardant une péniche remonter le courant. Petra et moi nous parlons peut-être 4 ou 5 fois par an. Nous avons de l'affection l'un pour l'autre, comme des frères et sœurs qui ont passé la majeure partie de leur vie d'adulte à vivre séparément et qui ont fait la paix avec ça. Je dois te dire quelque chose, m'a-t-elle dit sans préambule. Avant le mariage, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je m'en souvenais. La veille de mon mariage avec Margot, lors du dîner de répétition, Petra m'avait pris à part. Elle avait bu quelques verres et ses mots étaient prudents, comme si elle les avait répétés. Elle se sert de toi, avait dit Petra ce soir-là. Margot ne t'aime pas, Gareth. Elle aime ce que ta présence apporte à sa vie. Je lui avais dit qu'elle avait tort, qu'elle n'avait jamais aimé Margot, qu'elle faisait de la projection. Petra avait hoché la tête, m'avait serré le bras, et avait laissé tomber. Nous n'en avions plus reparlé en 13 ans. Je m'en souviens, ai-je dit. La dette de son père, a dit Petra. Margot était au courant avant le mariage. Loretta le lui a dit. Elle a dit à Margot que trouver un homme stable avec un bon revenu était la solution. Qu'il absorberait le passif sans même savoir que cela existait. Elle a dit à Margot que son travail consistait à garder les choses confortables et calmes assez longtemps pour que la dette soit réglée. Le froid qui m'a traversé était différent de tout ce que j'avais ressenti jusqu'à présent dans tout ce processus. Pas de la colère, exactement. Quelque chose qui ressemblait plutôt à la sensation d'un sol qui se dérobe sous ses pieds. Comment sais-tu ça, ai-je demandé. Loretta me l'a dit elle-même à la réception. Elle avait bu et était apparemment fière d'elle. Elle en parlait à sa sœur dans le vestiaire. Je suis entré pour prendre mon châle. Et elles ne m'ont pas remarqué au début. Elle a appelé ça trouver un pigeon. Elle a dit que Margot avait fait exactement ce qu'il fallait. J'ai fermé les yeux. 13 ans. J'avais passé 13 ans à penser que j'étais dans un mariage, imparfait peut-être, tendu ces dernières années, mais réel. Et ce dans quoi j'avais réellement été, c'était un arrangement de longue date dont on ne m'avait jamais parlé, conçu par quelqu'un d'autre, dans lequel j'étais entré pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi. J'avais été le pigeon depuis le premier jour. Je suis désolé de ne pas avoir essayé plus fort de t'en empêcher, a dit Petra.
Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. Je n'aurais pas écouté. Je me connais. Nous avons raccroché. Je suis resté sur le balcon un long moment. Finalement, je suis rentré, j'ai sorti le mot de Margot de mon portefeuille et je l'ai regardé encore une fois. Profite bien de ta vie simple. Elle l'avait pensé comme une blessure, mais assis là, je me suis dit, oui, c'est exactement ce que je vais faire. Elliot m'a appelé 3 jours avant la date de l'audience. Venez au bureau. Il y a quelque chose que je dois vous montrer en personne. J'ai conduit jusqu'au centre-ville et j'ai pris l'ascenseur. Son expression quand je suis entré était de ce genre soigneusement neutre que les gens utilisent quand ils sont sur le point de vous annoncer quelque chose d'important. Il m'a tendu un dossier sans rien dire. À l'intérieur, il y avait le dossier médical d'une clinique pour femmes. Le nom de la patiente était Margot Weston. L'intervention indiquée était une interruption médicale de grossesse à 7 semaines de gestation, datée de 4 mois auparavant. J'ai fixé le papier pendant un moment. Les mots étaient là, sur la page, sans vraiment faire sens au début. Elle était enceinte, ai-je fini par dire. Oui. Et elle n'a rien dit. Elle y est allée seule. Aucun contact d'urgence dans le dossier. Elle a payé en espèces. J'ai posé le dossier sur son bureau. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surpris. J'avais l'impression que je devrais être quelque chose, furieux, anéanti, quelque chose à la mesure de ce que je regardais. Au lieu de cela, il y avait surtout une clarté creuse et fatiguée. La date, ai-je dit, coïncide avec le moment où elle a commencé à déplacer de l'argent. Quand elle a commencé à planifier son départ. Elle a découvert qu'elle était enceinte au moment même où elle a décidé de vous quitter. Elle ne voulait pas que le bébé complique son départ, ai-je dit. C'est mon interprétation, a dit Elliot. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville était indifférente et immense en contrebas. Quelque part là-bas, Margot était probablement avec Donovan, planifiant un avenir dont elle ignorait qu'il était déjà en saisie. Elle avait tout jeté, le mariage, la grossesse, 13 ans d'une vie, et elle l'avait fait pour un homme qui croulait sous les dettes et vivait dans l'appartement de quelqu'un d'autre. L'ampleur de cette erreur de calcul était presque incompréhensible. Assurons-nous que l'audience se déroule exactement comme prévu, ai-je dit. Elliot a hoché la tête. Comptez dessus. Un jeudi après-midi, un coursier a livré une enveloppe blanche ordinaire sans adresse d'expéditeur. Mon nom figurait sur une étiquette dactylographiée. À l'intérieur, il y avait une clé USB et un mot manuscrit sur du papier à lettres de couleur crème. Monsieur Weston, vous trouverez peut-être ceci utile. Un observateur inquiet. J'ai branché la clé. 3 dossiers. Le premier contenait 18 mois de relevé bancaire d'un compte au nom de Margot dont j'ignorais l'existence. Des transferts réguliers de l'entreprise immobilière de Loretta, catégorisés comme des honoraires de conseil. 47 000 $ au total. Rien de tout cela n'était apparu sur nos déclarations d'impôts communes. Le deuxième dossier, c'était des photos. Margot et Donovan à des dîners, dans un hôtel à Scottsdale, dans un complexe balnéaire en Floride. Les dates couvraient 11 mois. Presque une année complète de rencontres pendant mes voyages d'affaires, pendant les après-midi qu'elle passait soi-disant à faire visiter des propriétés. Le troisième dossier était un fichier vidéo. Des images de vidéosurveillance de ce qui ressemblait au bar d'un hôtel. Un plan large d'une banquette dans un coin. Le son étonnamment clair. Je les ai reconnus tous les deux immédiatement. Quand vas-tu enfin lui dire? La voix de Donovan, détendue et assurée. Bientôt. Je dois d'abord verrouiller la situation de la maison. Une fois que j'aurai confirmé la situation du transfert de titres, on sera bon. C'est ta mère qui gère l'aspect financier? Elle prépare ça depuis des mois. Elle a même trouvé quelqu'un pour estimer la maison en dessous du prix du marché. Faire croire qu'elle vaut moins que ce qu'elle vaut, pour qu'il ne fasse pas d'histoire là-dessus. Donovan a ri. Tu es vraiment à part, Margot. Et je le dis comme un compliment. J'ai appris de ma mère. Elle n'a pas bâti ce qu'elle a en étant sentimentale. La vidéo s'est terminée sur une image arrêtée de Margot souriant de l'autre côté de la table, totalement confiante. Pas une lueur de doute nulle part dans son expression. J'ai appelé Elliot immédiatement. 20 minutes plus tard, j'étais dans son bureau pendant qu'il examinait la clé USB avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui inspecte un enregistreur de vol. C'est très bon, a-t-il dit.
Les relevés bancaires corroborent les revenus dissimulés que nous soupçonnions déjà. Les photographies établissent une chronologie. La vidéo montre la préméditation et le complot actif. Il a levé les yeux. À votre avis, qui l'a envoyé? Aucune idée, ai-je dit. Bien que j'ai eu une petite idée. Margot avait une jeune sœur nommée Phoebe, qui avait toujours été la personne la plus franche de cette famille. Le genre de personne qui se sentait discrètement mal à l'aise face aux choses qui n'étaient pas justes et qui finissait par agir en conséquence. Pouvons-nous utiliser la vidéo, ai-je demandé. Si elle a été enregistrée dans un espace public, oui. Et le bar d'un hôtel correspond à ce critère. Nous pouvons assigner les relevés bancaires à comparaître directement. La clé ne fait que confirmer ce que nous cherchions déjà. Il a fermé son ordinateur portable. Cela change la tournure de toute l'audience, Gareth. J'ai regardé l'image figée sur son écran. Elle avait été si prudente. Elle avait couvert tout ce à quoi elle pouvait penser. Elle ne savait tout simplement pas que quelqu'un l'observait. Montrez les documents à Voss avant que nous n'entrions, ai-je dit. Je veux qu'il comprenne dans quoi il s'embarque avant que le juge ne lise le moindre mot. Le palais de justice était le genre de bâtiment qui avait probablement l'air autoritaire à sa construction, et qui avait maintenant juste l'air fatigué. Des lumières fluorescentes, des bandures, une odeur de café institutionnel quelque part en arrière-plan. Elliot et moi sommes arrivés en avance. Margot était déjà là avec Richard Voss, qui portait un costume qui avait probablement été choisi pour projeter de l'autorité. Elle portait un blazer gris anthracite de coupe classique, le genre de tenue que l'on porte quand on veut qu'un juge vous trouve sympathique. Elle m'a jeté un coup d'œil quand je suis entré. J'ai fait un petit signe de tête. Elle a détourné le regard. La juge était l'honorable Diane Kessler, une soixantaine d'années, cheveux argentés, lunettes sur une chaîne. Elle siégeait au tribunal des affaires familiales depuis près de 2 décennies, selon Elliot, et avait la réputation bien établie de savoir repérer quand quelqu'un essayait de jouer à des jeux et de réagir en conséquence. Davis contre Davis, a-t-elle commencé avant de se reprendre. Pardonnez-moi, Weston contre Weston. Dissolution de mariage. Elle a regardé Voss par-dessus ses lunettes. Maître Voss, je crois comprendre que vous représentez la partie demanderesse. Voss s'est levé avec une fluidité étudiée. Oui, votre honneur. Nous demandons une division équitable des biens. Ma cliente a été coopérative tout au long de ce processus et cherche simplement à obtenir ce à quoi elle a droit en vertu. Votre honneur, dit Elliot en se levant également. Nous avons préparé une déclaration financière pour l'examen du tribunal qui, je crois, sera pertinente pour toute détermination de répartition équitable. Il a tendu un classeur à l'huissier. Une deuxième copie est allée à Voss. J'ai regardé Voss l'ouvrir. Son expression est passée de confiante à perplexe, pour finir par ressembler beaucoup à celle d'un homme réalisant qu'il se tenait dans une pièce qui avait beaucoup moins de sorties que prévu. La juge Kessler a lu en silence. Quand elle a levé les yeux, son expression ne laissait pas transparaître grand-chose. Maître Voss, étiez-vous au courant que votre cliente reçoit des revenus non déclarés de l'entreprise de sa mère depuis les 18 derniers mois? Voss a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Non, votre honneur. C'est. Je n'étais pas au courant de cela. Étiez-vous au courant que la relation de votre cliente avec Monsieur Donovan Farrell a commencé environ 11 mois avant qu'elle ne dépose la demande de dissolution? Non, votre honneur. Étiez-vous au courant que Monsieur Farrell s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites il y a 8 mois et qu'il porte actuellement une dette personnelle garantie de plus de 2 millions de dollars? Margot a pâli. Je pouvais voir la couleur quitter son visage en temps réel. Elle s'est tournée vers Voss, chuchotant quelque chose. Il a secoué la tête, son expression sombrement contrôlée. Et enfin, a poursuivi la juge Kessler en tirant un document sur le dessus de sa pile. Étiez-vous au courant que le défendeur, Monsieur Weston, a récemment finalisé un contrat de conseil avec Boeing évalué à 94 millions de dollars, conclu 2 jours après que votre cliente ait quitté le domicile conjugal? Le silence était total. J'ai entendu le souffle de Margot de l'autre côté de l'allée, rapide et court. Elle s'est tournée pour me regarder, et son visage affichait une expression que je ne lui avais jamais vue. Tout le calme minutieux avec lequel elle était entrée, toute la planification et le positionnement, avaient tout simplement disparu. Ce qui restait en dessous, c'était juste une personne qui avait fait une erreur de calcul terrible et irréversible et qui en mesurait maintenant pleinement l'ampleur. Votre honneur, a dit Elliot,
la voix douce et sans précipitation. La chronologie est cruciale. Madame Weston a quitté le domicile conjugal avant que ce contrat ne soit finalisé. En vertu de la loi applicable, les revenus postérieurs à la séparation sont des biens propres. Elle n'a aucun droit légal sur ces fonds. Voss feuilletait le classeur avec l'énergie d'un homme cherchant une porte de sortie. Votre honneur, nous demanderions l'opportunité d'examiner et de vérifier. Maître Voss, la voix de la juge Kessler n'était pas méchante, mais elle était ferme. Il semble que votre cliente a dissimulé des revenus. Mener une liaison extra-conjugale de longue date et participer à un effort coordonné pour dénaturer la valeur des biens conjugaux. La documentation qui m'est présentée est substantielle. Je suis encline à accéder aux demandes du défendeur dans leur intégralité. Je suis également encline à noter pour le procès-verbal que la propriété en question, le domicile conjugal, comporte des passifs d'assainissement qui semblent dépasser considérablement sa valeur marchande. Elle a regardé directement Margot. Vous êtes la bienvenue dans la maison, Madame Weston. Je soupçonne que vous découvrirez qu'elle n'est pas ce que vous pensiez. Elle a posé ses lunettes de lecture. Nous allons faire une suspension d'audience de 15 minutes. Maître Voss, je vous encourage à utiliser ce temps de manière productive. La conférence de règlement à l'amiable a eu lieu dans une salle grise au 3e étage. Une table trop grande pour l'espace, des lumières fluorescentes, pas de fenêtre. Voss avait visiblement vieilli depuis la salle d'audience. Margot était assise, les mains sur les genoux, sans me regarder directement. Elliot a présenté les choses sans cérémonie. Revenus dissimulés constituant une fraude fiscale. Complot avéré pour falsifier la valeur des actifs. Une relation qui précédait le dépôt de la demande de près d'1 an. Un partenaire romantique portant 2 millions de dollars de dettes personnelles. Un domicile conjugal avec 200 000 dollars de passif environnemental. Et un contrat de 94 millions de dollars complètement hors de sa portée. Nous comprenons que la position est moins favorable que prévu initialement, a dit prudemment Voss. Elliot l'a regardé. Maître Voss, votre cliente risque également d'être signalée à l'IRS pour ses revenus non déclarés. Les comptes offshore par lesquels l'entreprise de Loretta Harmon a acheminé les fonds ont déjà attiré une certaine attention. Les mains de Margot tremblaient. Elle avait enlevé son alliance à un moment donné. Il y avait une bande de peau pâle sur son doigt là où elle s'était trouvée pendant 13 ans, une bande qui n'avait pas vu le soleil pendant tout ce temps. Que proposez-vous, a demandé Voss. Elliot a fait glisser un document sur la table. La maison est transférée à votre cliente dans son intégralité, avec toutes les dettes, les privilèges et les obligations de remise en état qui y sont associés. Elle récupère ses biens personnels, son véhicule et 20 000 dollars en espèces. En échange, elle renonce à toute réclamation sur tout autre bien conjugal, compte de retraite, intérêts commerciaux et revenus futurs. 20 000, a dit doucement Margot. C'est tout? C'est plus qu'équitable, a dit Elliot, étant donné que ce que vous recevez est un passif net. L'alternative est un procès où la juge a déjà indiqué comment elle interprétait les preuves. Votre cliente s'expose à d'éventuelles poursuites fiscales et obtiendra considérablement moins. Voss s'est penché vers Margot, lui parlant doucement et avec insistance. Elle a gardé les yeux baissés. Puis elle a levé les yeux vers moi juste un instant. Je ne sais pas exactement ce qu'elle cherchait. De la clémence, peut-être, ou une version de moi qui ferait ce qu'elle attendait que les hommes fassent face à une femme en pleurs qu'ils avaient aimée autrefois. Une sorte de revirement de dernière minute. Je l'ai regardé calmement. J'ai parlé une fois, directement. Il est en faillite, Margot. Tout ce que tu pensais qu'il avait. C'était de la représentation. Les concessionnaires sont en redressement judiciaire. Le condo n'est pas à lui. La voiture est louée au nom de son ex-femme. Tu m'as quitté pour un homme qui traîne 2 millions de dollars de dettes qu'il ne remboursera jamais. Elle m'a regardé avec ce que je pensais être un véritable chagrin. J'ai fait une erreur. Oui, ai-je dit. Je suis désolé. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. Signe les papiers. Et passe à autre chose. Elliot a placé un stylo sur l'accord de règlement. Margot l'a regardé pendant un long moment. Puis elle l'a pris et a signé son nom à 3 endroits, chacun un peu moins assuré que le précédent. Nous avons terminé ici, a dit Elliot en rassemblant les documents. Je suis sorti sans me retourner. Dans le couloir, Elliot m'a tendu les copies signées. Félicitations, a-t-il dit.
Vous êtes un homme libre. Merci, ai-je dit, pour tout. Il a hoché la tête et m'a serré la main. Et maintenant, quelle est la suite pour vous? J'y ai réfléchi une seconde. Vivre comme j'aurais dû le faire depuis le début. Environ un mois après l'accord, je travaillais tard dans mon nouveau bureau. Un vrai bureau cette fois, pas juste la chambre d'amis que j'utilisais quand j'ai lancé le cabinet. Des baies vitrées donnant sur le port, 15 employés, des contrats avec 3 compagnies aériennes commerciales et 2 constructeurs aérospatiaux, avec le partenariat Boeing comme pilier. Mon assistante a frappé à l'encadrement de la porte. Il y a quelqu'un à l'accueil pour vous. Elle dit que c'est personnel. Elle attend depuis environ 40 minutes. Qui est-ce? Margot Weston. J'ai digéré l'information un instant. Puis, 5 minutes. Elle est entrée en ayant l'air d'une personne différente. Un jean, un pull simple, les cheveux en une simple queue de cheval, pas de vêtements de marque, pas de présentation soignée. Elle avait l'air fatiguée, d'une fatigue qui s'était installée sur son visage. Elle est restée près de la porte, sans s'asseoir. « Merci de me recevoir », a-t-elle dit. 5 minutes, ai-je dit. Elle a hoché la tête, a croisé les mains. Je voulais m'excuser pour les mensonges, pour la façon dont je suis parti, et pour tout le reste. Tu mérites mieux que ça. Oui, ai-je dit, je le méritais. J'ai perdu la maison, a-t-elle dit. La banque l'a saisie 3 mois après l'accord. Je ne pouvais pas gérer l'hypothèque et les coûts de remise en état en même temps. Donovan est parti à peu près au même moment. Il s'est avéré qu'il n'était pas intéressé par une femme sans actif. Ma mère est. On ne se parle pas en ce moment. Elle a fait une pause. Je suis hébergé chez une amie à Westfield. Je travaille dans le commerce de détail. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. J'ai tout gâché, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée très légèrement. J'avais un bon mari et une vie stable, et j'ai tout réduit en cendres parce que je m'étais convaincu que je méritais quelque chose que je n'avais pas gagné. Et puis il s'est avéré que ce pourquoi je l'avais échangé n'était même pas réel. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Pas comme une excuse, juste. Je voulais que tu saches que je comprends. Elle a essuyé ses yeux. J'ai vu l'article sur ton entreprise dans le Business Journal. Tu t'en sors vraiment bien, Gareth. Je le dis sincèrement. Je suis contente. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Un voilier traversait le port, voile gonflée, progressant bien vers le large. J'apprécie que tu sois venu, ai-je dit, mais je n'ai rien pour toi. Tu as fait tes choix. Ils t'appartenaient. Je sais. Au revoir, Margot. Au revoir, a-t-elle dit. Et puis, près de la porte, tu vois quelqu'un. J'ai souri légèrement. Ça ne te regarde plus. Elle a hoché la tête avec compréhension et est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre traverser le parking pour rejoindre une Honda vieille de 10 ans, monter à bord et s'éloigner. Et j'ai remarqué que je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de colère, pas même cette forme particulière de pitié qui ressemble à un sentiment de supériorité. Juste la certitude calme et posée que j'étais complètement passé à autre chose. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un texto de Nora Kamati, ingénieure en systèmes aérospatiaux, aussi brillante que n'importe quelle personne que j'avais jamais rencontrée, avec le genre de rire qui donnait envie d'entendre à nouveau ce qu'il avait provoqué. Nous nous fréquentions depuis environ 3 mois, et c'était la première chose depuis longtemps qui semblait construite sur quelque chose de réel. C'est toujours bon pour ce soir, avait-elle écrit. J'ai répondu, absolument. 19h, ça marche. Ça faisait 2 heures qu'on discutait quand le sujet est venu sur le tapis. C'était un de ces dîners qui commencent comme un dîner et deviennent autre chose, la conversation trouvant sa propre gravité, nous entraînant sur le territoire que les gens mettent d'habitude des mois à atteindre. Nous étions à une table d'angle dans un endroit qu'elle avait suggéré près du front de mer, et nous parlions de ce genre spécifique de solitude qui naît du fait d'être dans la mauvaise relation pendant trop longtemps. Le pire n'était pas la fin, a dit Nora en faisant tourner lentement son verre de vin entre ses doigts. Le pire, c'était de réaliser depuis combien de temps je jouais le contentement, me disant que tout allait bien, parce que bien c'était plus facile que de chercher à savoir ce dont j'avais réellement besoin. Tu as été marié combien de temps, ai-je demandé. 7 ans. C'était quelqu'un de bien. On voulait juste des choses complètement différentes,
et aucun de nous n'a été honnête à ce sujet jusqu'à ce qu'il soit très tard. Elle m'a regardé. Et toi? 13, elle est restée silencieuse un moment. Comment as-tu su que c'était fini? Elle me l'a dit lors d'un dîner dans un restaurant qu'elle avait choisi, ai-je dit, qu'elle me quittait pour quelqu'un de plus riche. Ce sont ses mots exacts. Nora a secoué la tête lentement. Et tu as juste payé l'addition et tu es parti. J'ai souri. Je savais que ça allait arriver. J'étais prêt. J'ai passé 2 ans après mon divorce à essayer de sortir de manière normale, a-t-elle dit. Les applis, les rencarts arrangés par des amis, tout le circuit. Et tout ça n'était que du bruit. Des gens qui jouaient des versions d'eux-mêmes qu'ils pensaient attirantes, et moi qui essayais de deviner quelle version était réelle avant de m'attacher par erreur à la mauvaise. Comment ça s'est passé? Elle a ri. Aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Elle a attrapé son téléphone, a ouvert quelque chose. Une de mes collègues m'a en fait parlé de Singleton il y a quelques mois. Elle est ingénieure aussi, ce qui en dit long, je pense. Elle a brièvement tourné le téléphone vers moi. Tout le système est construit autour des données de compatibilité plutôt que juste, tu sais, des photos optimistes et de vagues descriptions de ce que quelqu'un recherche. Ça a marché, ai-je demandé. Honnêtement, oui. Les profils que ça fait ressortir sont des gens qui s'alignent réellement sur ta façon de penser et tes valeurs, pas juste des gens qui rentrent bien en photo. Ma collègue l'a décrit comme ça. Elle a souri en s'en souvenant. Singleton, passer les banalités, synchroniser les âmes. Ce qui semble un peu dramatique, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est pour les gens qui privilégient la précision à la chance, qui veulent quelque chose de vrai et ne veulent pas perdre de temps à y arriver. Quelque chose dans cette expression m'a touché. L'idée de précision. De calibrage. J'avais passé 13 ans à être la variable de quelqu'un d'autre sans le savoir, à être géré, maintenu dans le confort, empêché de poser des questions, à être le pigeon. Elle m'a regardé avec cette franchise particulière qu'elle avait, celle qui vient du fait de passer sa vie professionnelle à travailler avec des systèmes qui ne vous mentent pas. Il y a un slogan que je me souviens avoir vu, quelque chose comme « Ne vous contentez pas de faire des rencontres, calibrées ». Ce que, en tant que personne qui passe ses journées à faire des analyses de contraintes sur des structures porteuses, j'ai trouvé étonnamment émouvant. J'ai ri de bon cœur à ça. Un réglage de précision pour ton cœur. Exactement. Elle a penché la tête. Pourquoi souris-tu comme ça? J'ai repensé au coup de fil de Petra, à ce qu'elle avait dit, que j'avais été le pigeon depuis le début, dès la toute première conversation au dîner de répétition, avant même de savoir dans quoi je m'embarquais. 13 ans à penser que je vivais quelque chose de vrai pour découvrir que c'était un arrangement sur lequel on ne m'avait jamais consulté. Je me dis que la personne qui a écrit ce slogan a compris une vérité, ai-je dit, qu'après avoir passé un certain temps à vivre selon les conditions de quelqu'un d'autre, découvrir ce dont on a vraiment besoin, et trouver quelqu'un qui aborde la question de la même façon que soi. Ça vaut la peine d'être précis. Nora m'a regardé un moment. Puis elle a souri, de son vrai sourire, celui que j'avais appris à reconnaître. D'accord, a-t-elle dit. Je vais te raconter la fois où j'ai cloué au sol un avion de ligne à cause d'une fracture de fatigue de 2 mm dans l'empennage. Et tu vas me raconter la fois où tu as eu la plus grosse frayeur à 30 000 pieds. Et on conviendra que nous sommes tous les deux des personnes qui remarquent les choses que les autres ignorent. Ça me paraît tout à fait juste, ai-je dit. 6 mois plus tard, j'étais à mon bureau un jeudi après-midi, examinant un rapport de conformité pour une compagnie régionale que nous venions de prendre comme client. Le cabinet avait encore grandi, 22 personnes maintenant, un deuxième bureau à Seattle en cours d'ouverture. Le partenariat avec Boeing était devenu la fondation de quelque chose de véritablement solide, et j'avais conscience, d'une manière nouvelle et sans complication, que je l'avais bâti moi-même. Mon téléphone a sonné. C'était Elliot. Je me suis dit que vous aimeriez le savoir, a-t-il dit. J'ai appris par un contact au bureau de la conservation des hypothèques du comté. La maison a officiellement été transférée de nouveau à la banque le mois dernier. Elle a été classée comme propriété en difficulté. D'accord, ai-je dit, et c'est tout ce que vous avez? D'accord. Que voulez-vous que je dise, Elliot? Il a ri. Rien, je suppose. J'ai juste pensé que c'était le genre de choses que vous aimeriez voir confirmées. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment à repenser aux mots que Margot avait laissés sur le comptoir de la cuisine.
Profite bien de ta vie simple. Elle l'avait délivré comme un verdict, une façon de réduire 13 ans à une mauvaise blague à mes dépens. Mais je vivais simplement depuis un moment maintenant. Un travail honnête, une compagnie honnête, rien de joué. Et j'avais découvert que, simple, quand c'est vraiment à vous, c'est la chose la moins simple qui soit. C'est juste vrai. Et il s'avère que le vrai, c'est exactement ce qui me manquait. J'ai pris mon téléphone et envoyé un texto à Nora. Je quitte le bureau à 18h. C'est toujours bon pour toi sur le front de mer? Sa réponse est arrivée en moins d'une minute. J'y suis déjà. Amène du café. J'ai souri, j'ai sauvegardé le rapport de conformité, et j'ai commencé à fermer pour la soirée. Par la fenêtre, le port était lumineux sous le soleil de fin d'après-midi. Des voiliers avançaient lentement sur l'eau. J'avais construit quelque chose ici, quelque chose qui était entièrement à moi, que personne n'avait planifié pour moi ou structuré autour de ses propres besoins. Quelque chose que j'avais gagné au sens simple et littéral du terme. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise et je suis sorti dans l'après-midi.